Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur l'étude de cas qui porte sur la dernière partie finalement du programme de géographie, c'est-à-dire les dynamiques continentales. Cette étude de cas elle porte sur le Sahara et sur la question des ressources et des conflits de cet espace africain. On va commencer cette vidéo par présenter l'intérêt de la séquence au sein de la question et du thème. Ensuite on reviendra sur l'essentiel des définitions à maîtriser, les enjeux du chapitre au travers d'un plan de composition, et puis tous les conseils qui sont nécessaires pour réussir l'épreuve. La première des choses, c'est de voir dans quel cadre se positionne cette étude de cas. Cette étude de cas, elle s'inscrit dans un thème qui questionne les dynamiques globales d'une planète mondialisée, et donc les dynamiques globales des espaces continentaux. En clair, on va voir comment ces espaces évoluent. Ça, il faut le garder en tête. Une fois qu'on a ces dynamiques globales en tête, il faut réfléchir aux fondements justement, qui explique le développement des pays. En clair, l'étude de cas du Sahara vise à vous donner un exemple clair et précis de comment l'Afrique se développe et de comment cet espace-là se développe et surtout pourquoi il ne se développe pas comme les autres. Ce qui nous amène à la problématique de la séquence, à savoir quels sont les atouts, ressources et spécificités de l'espace saharien, un espace qui suscite des convoitises diverses et concurrentes et qui génère une conflictualité accrue. En clair, pourquoi cet espace qu'on figure toujours comme un désert aride est-il finalement avec ses atouts, ses ressources, notamment en matière première, un espace qui est convoité? C'est aussi un espace carrefour, un espace de passage. Et comme il y a énormément de convoitises, c'est un espace qui génère énormément de tensions et de conflits éventuels. Mais avant d'aborder la question du Sahara, il faut revenir sur la définition de mondialisation. Le plus simple quand on aborde la géographie, c'est d'essayer littéralement de définir les termes qu'on emploie. Le Sahara est à considérer dans son intégration à la mondialisation. Et donc le meilleur moyen, c'est de la définir. La mondialisation, qu'est-ce que c'est? C'est un processus continu et en constante évolution, donc il ne s'arrête jamais, de mise en relation et d'interdépendance des territoires et des acteurs, notamment économiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de liens qui se font entre ces acteurs économiques, et ça, à l'échelle du globe. C'est pour ça qu'on parle d'un processus mondialisé. Ce processus, il repose sur la recherche d'avantages continus et comparés, que ce soit des avantages en termes de coût, de prix ou de qualité. En clair, vous allez mettre en concurrence tous les acteurs économiques pour que ces derniers sachent exactement vous proposer les produits les moins chers ou les produits de meilleure qualité. Dans ce cas-là, vous êtes face à un processus de mondialisation. Ici, c'était la première dimension, c'est la définition la plus simple à placer. Après, vous avez trois autres dimensions à avoir dans un coin de votre tête. D'abord, le fait que la mondialisation, c'est un processus de nature spatiale, c'est-à-dire que ça joue avec les espaces, ça se produit dans l'espace. Et ça crée un système à l'échelle du monde. En clair, ça met en relation dans l'espace les différents territoires. La deuxième dimension à garder dans un coin de votre tête aussi, c'est le fait que la mondialisation s'appuie sur un processus d'expansion du capitalisme à l'échelle du monde. En clair, depuis les années 90, l'économie libérale capitaliste a gagné. Et donc, le monde aujourd'hui s'organise avec cette logique. La dernière dimension à garder dans un coin de votre tête, c'est que puisque c'est le même processus économique partout, qu'il est de nature spatiale, et bien vous avez ici une société qui naît, une société mondialisée. En clair, le monde est en réseau. Une fois qu'on a vu cette définition, on va aborder des définitions qui sont là, cette fois, essentielles pour comprendre l'espace saharien en lui-même. La première définition, c'est la question de la géopolitique. Qu'est-ce que la géopolitique? C'est l'étude des relations, rapports de force et tensions entre des acteurs à une échelle donnée sur un territoire délimité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que simplement, cette définition, elle est très facile à placer et elle permet de voir littéralement ce qu'on cherche, l'étude de ce territoire dans un cadre bien particulier. La deuxième notion clé, c'est la notion de puissance. La capacité d'un État à imposer par l'influence ou la contrainte, et en fonction de ses intérêts, des actions aux autres. En clair, c'est comment on arrive à vous imposer des choses, comment votre prof vous amène à travailler ou pas. Comment finalement vous le suivez. C'est parce qu'il a un pouvoir de contrainte, ce serait du hard power. S'il a une capacité à vous influencer, c'est du soft power. À côté de cette définition-là, vous en avez une dernière, c'est la question de l'intégration. La question de l'intégration, elle peut paraître complexe, elle est finalement très simple. C'est un processus d'unification des politiques économiques et publiques. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que tous les acteurs enlèvent les barrières et limites, qu'elles soient tarifaires, c'est les droits de douane, ou qu'elles soient des normes, c'est-à-dire toutes les normes alimentaires et autres qu'on va pouvoir trouver. En clair, on limite les différences et on rapproche les systèmes. Une fois qu'on a vu ça, il est temps de passer littéralement au vif du sujet. Là, on entre dans le Sahara. L'étude de cas Sahara doit être approchée sous 3 angles, que ce soit en terminal S, en terminal ES ou en terminal L. D'abord, c'est un espace aux contraintes géographiques et bioclimatiques particulières, il faut les considérer. Ensuite, c'est un espace de transit, c'est-à-dire que malgré l'idée qu'on peut en avoir, c'est un espace qui est énormément traversé. Et puis cet espace, là encore, loin des représentations, il est plein de ressources, et notamment de matières premières. De l'uranium en passant par le phosphate, le fer et le cuivre, vous êtes sur un espace qui est très riche en matières essentielles au processus de mondialisation. Et pourtant, il reste en dehors. Pourquoi reste-t-il en dehors? Parce qu'il manque d'équipement. Notre réflexion ira ensuite sur un deuxième temps. Le Sahara est un espace stratégique. Stratégique pourquoi? Parce qu'il est un espace carrefour et parce qu'il regorge justement de ressources. Sa proximité avec l'Europe en fait aussi un espace particulièrement incontournable. La dernière chose qu'il nous faudra voir, c'est justement les conséquences de cette dimension stratégique. En clair, le Sahara est un espace convoité. Il est convoité par énormément d'acteurs différents et sa maîtrise aujourd'hui s'avère nécessaire. Pourquoi? Parce que les conflits qui y règnent se multiplient. On va donc commencer par voir dans une première grande partie le Sahara en tant qu'espace aux contraintes géographiques et bioclimatiques à prendre en compte. C'est là où, dans une première sous-partie, vous décrivez l'espace géographique saharien. C'est plus de 8,5 millions de kilomètres carrés. C'est 5 millions de personnes qui y habitent. Et donc, un espace qui va présenter des extrémums climatiques extrêmement marqués. Dans un deuxième temps, vous revenez aussi sur le fait qu'il y a très peu d'aménagements et très peu d'infrastructures. Bilan des opérations, le Sahara reste à l'écart des flux de la mondialisation parce que soit il y a trop de risques, soit il n'y a pas d'aménagement pour attirer les flux de la mondialisation et ses investisseurs. Dans une deuxième sous-partie, on reviendra sur ce qui fait la richesse du Sahara, c'est ses ressources nombreuses. C'est ce qui fait que le Sahara aujourd'hui reste un espace particulièrement important, notamment pour l'Algérie, mais aussi pour tous les pays qui font partie de cet ensemble géographique. Enfin, loin des idées reçues, dans une dernière sous-partie, on reviendra sur l'idée que le Sahara est un espace peuplé. C'est un espace où il y a énormément de mobilité, énormément de circulation. C'est un espace de contact majeur entre deux Afriques. C'est l'Afrique centrale et équatoriale, mais surtout l'Afrique sahélienne. Et puis, plus au nord, le Maghreb. Cet espace de contrainte majeure, il est important à considérer. Une fois que vous avez présenté le Sahara, une fois que vous avez présenté ses contraintes, et finalement le fait qu'il reste à l'écart, il est temps d'arriver sur la dimension stratégique du Sahara. Le Sahara, c'est un espace qui, finalement, va se retrouver au cœur des enjeux internationaux et de l'arc des crises. Pourquoi? Parce que vous avez, dans un deuxième temps, énormément d'acteurs qui luttent. Vous avez vu récemment Boko Haram, AQMI s'y présenter. C'est un espace où il y a énormément de frontières qui ne sont pas gardées et qui sont finalement faciles à traverser. Et donc, c'est un espace géostratégique majeur. Pour ces raisons, mais aussi parce qu'il fait finalement l'office de zone de contact, d'interface entre le nord de l'Afrique, le Maghreb et donc l'Europe, et puis le sud avec l'Afrique sahélienne. Dans un deuxième temps, l'idée c'est d'approcher le Sahara sous l'angle de l'instabilité. L'instabilité, elle est marquée par des États faillis, fragiles, défaillants. En clair, les États, la dizaine d'États organisant le Sahara, se découpant en Sahara, sont des États qui sont incapables d'exercer leur autorité, ou alors de manière minimale sur leur sol. Et donc, ils sont à l'abri d'attaques ou de remises en cause. Tout ça amène logiquement à une troisième partie. Puisque le Sahara est constitué d'États qui sont défaillants, c'est une zone en pleine fragmentation, avec des tensions qui augmentent et une instabilité qui pose un problème à la sûreté mondiale et notamment européenne, et qui va de fait entraîner une logique d'ingérence, c'est-à-dire obliger les acteurs à venir intervenir. On aboutit donc à une troisième partie, puisque le Sahara est stratégique, c'est donc un espace convoité, dont la maîtrise géopolitique s'avère nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet espace devient stratégique pour des puissances extérieures. On pense à l'Union européenne, on pense principalement à la France. Mais pas seulement.
Prenons l'exemple du développement de Daesh, par exemple, en Libye, pour être capable d'empêcher que le Sahara devienne un second sanctuaire après la Syrie et l'Irak. Il y a une responsabilité internationale, et c'est pour ça que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France regardent ce qui se passe au Sahara et interviennent. Le problème, c'est que ça se fait au détriment des États régionaux qui souvent appellent à l'aide et des populations locales qui subissent finalement la situation. Ce qui est intéressant, c'est que ça met en lumière ce qu'on va traiter dans une deuxième sous-partie. Le Sahara est convoité pas uniquement par des États extérieurs, mais aussi par d'autres acteurs, qui sont des acteurs, cette fois, informels, criminels, illégaux. On a parlé de Daesh, mais on peut parler aussi de toutes les mafias. La majeure partie de la consommation de cannabis en Europe passe par le Sahara. Une bonne partie, finalement, des mafias qui gèrent les migrations internationales font passer leurs migrants par le Sahara. Pourquoi? Parce que c'est un espace qui est très difficile à contrôler et à maîtriser. Tout ça, ça nous amène à une dernière sous-partie qui va clore notre développement et notre approche. C'est de dire que le Sahara est devenu un espace de conflit où une multiplicité d'acteurs agit pour son contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un des cœurs de la mondialisation, non pas pour tout ce qu'il apporte, mais pour tous les risques qu'il porte. Une fois qu'on a abouti à cette question, il faut donc revenir sur les conseils à vous donner. Et là, le plus simple, c'est de vous expliquer comment réussir l'épreuve. La première des choses, c'est de voir les erreurs à éviter. Ensuite, la petite information qui fera la différence. Et puis la probabilité des sujets. La première des choses, c'est d'éviter de traiter l'étude de cas du Sahara sans la mettre en relation avec l'Afrique. Ça paraît simple, mais souvent c'est négligé. C'est-à-dire que vous avez tendance à présenter le Sahara en oubliant tout ce que vous avez vu sur l'Afrique, c'est-à-dire la question du sous-développement, la question du manque d'infrastructures, la question du manque finalement d'aménagement capable d'attirer les flux de la mondialisation. Ensuite, il y a une chose à pas négliger, c'est l'approche spatiale et géopolitique de l'espace saharien. Vous ne pouvez pas parler du Sahara sans l'avoir décrit et présenté. C'est-à-dire qu'il vous faut au moins connaître les dimensions du Sahara, les États qui sont concernés, et donc essayer aussi de présenter les grands équilibres géopolitiques. En clair, les conflits qui s'y déroulent, les acteurs, et donc avoir une connaissance même minimale de la question. Enfin, il apparaît impossible de traiter l'étude sur le Sahara sans revenir sur les dernières interventions internationales dans la région et la poussée de Daesh au Sahara. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait du Sahara un espace qui est regardé par tout le monde et qui est discuté dans les grands sommets. Une fois qu'on a vu ça, il est temps de se poser une question simple, est-ce que ça peut tomber ou pas? Évidemment oui. Le Sahara fait partie du programme, c'est une étude de cas qu'il vous faut maîtriser, et vous pouvez la retrouver sous deux formes dans le cadre du baccalauréat. La première, c'est ce qu'on appelle une ECD, c'est-à-dire une étude critique de documents. Quelle que soit la section, vous avez ça. Un ou deux documents de nature différente vont littéralement venir vous être présentés pour traiter l'étude de cas. Il faudra donc répondre avec ces documents à une question, sans négliger le cours et donc les apports que vous pourrez apporter. Ça, c'est le premier type d'épreuve. Il n'y a pas de croquis cartographique pour le Sahara, donc là-dessus vous êtes tranquille, pas de carte à apprendre. Par contre, vous êtes sur une dernière possibilité, c'est une composition, à savoir ressources et conflits. C'est finalement toute la question qu'on a traitée tout à l'heure. C'est la seule composition qui peut vous être proposée sur une formulation qui ne changera pas. Et il est temps maintenant de vous apporter le bonus, la petite chose qui fera la différence. 3 citations que vous pouvez placer. La première, elle est de Saint-Exupéry. Le désert n'est pas là où on croit. Le Sahara est plus vivant qu'une capitale, et la ville la plus grouillante se vide si les pôles essentiels de la vie sont désaimantés. Cette citation, elle peut faire l'objet d'une accroche très facile. A l'inverse, vous avez donc le pape de la géopolitique en France, celui qui l'a réintroduit avec Michel Fouché. C'est Yves Lacoste, et qui, dans sa géopolitique du Sahara, dans la revue Hérodote, présente le Sahara comme étant un nouvel Heartland dans la mondialisation actuelle. En clair, une terre autour de laquelle on va pouvoir construire un rapport de puissance par rapport aux autres acteurs. Enfin, on parlait de Michel Fouché précédemment, le géographe spécialisé dans les frontières, qui dans un de ses derniers livres présentait le Sahara et son désert non pas comme une barrière entre écosystèmes, mais des climats opposés. Le Sahara est donc un espace qui est particulièrement important, et donc il faut l'envisager sous l'angle de sa diversité, sa complexité et de sa conflictualité. Après avoir vu tout ça, vous êtes tranquille,
vous avez de quoi travailler, vous avez de quoi réussir, et normalement, vous avez de quoi prendre un maximum de points avec cette question.